Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler Bitcoin aujourd'hui. Dans cette vidéo d'actualité, on parlera également de la Française des Jeux. 10 heures, l'introduction en bourse d'hier. On regardera comment ça s'est passé et on reprendra un petit peu sur l'historique vis-à-vis du crack des années 2000 par rapport au dot-com. Où est passé cet argent? Et on va essayer de répondre à cette question ensemble pour savoir peut-être ou entrevoir si oui ou non une partie de ces liquidités pourrait venir dans les cryptoactifs. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description. Vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à venir la télécharger, c'est complètement gratuit, ça fait 18 pages. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin, il ne se passe pas grand chose. Sur Bitcoin, on essaye toujours de construire cette toute petite tendance haussière en horaire et en H4. Vous avez des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Donc on est en train de construire tranquillement, juste ici. D'ailleurs, on repart, on essaie de construire une toute petite dynamique tendancielle haussière sur le prix. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les Fibonacci sont très bien respectés. On vient chercher notre premier arrêt, voire le transpercer pour aller chercher exactement une toute petite zone de rechargement d'achat entre les 618 et les 590, bien rejeté, nouveau sommet. Je vous dis souvent que généralement quand les bougies sont vertes le vendredi sur Wall Street, elles sont généralement vertes le lundi, mais là comme c'était férié plutôt le mardi, c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est plutôt positif. On était mal parti pour le coup, pour celles et ceux qui étaient devant les écrans hier, on était très très mal parti, on vient chercher quand même des lots relativement bas aux alentours des 3740 points et derrière on clôture bien la journée. Bravo pour ça, cette fractale tend à se répéter dans le temps. Quand les bougies sont vertes en fin de semaine, généralement les débuts de semaine sont plutôt haussiers côté Wall Street. On est parti faire de la chasse à la liquidité, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les valeurs technologiques ou les valeurs plus traditionnelles. On le voit extrêmement bien, on le partage très souvent sur le Discord des rois du marché au niveau de The Kingfisher. Donc certains aiment moins. C'est quand même quelque chose qui se répète de façon assez arithmétique pour le coup. On va remonter un tout petit peu dans le voilà, juste ici, voilà, vous l'avez bien ici. Vous aviez en fait des clusters aux alentours des 19 500, 19 600 $. C'était donc hier vers 10h et ici en fait on était à peu près par là. Derrière on vient chercher ces clusters de liquidité et on repousse très fortement en fin de journée au niveau du prix pour aller même chercher un 20 745 $. Pourquoi ? Pour faire tout simplement notre petite continuation haussière sur des petites time frames, ni plus ni moins. Donc on a des objectifs de prix, on va d'abord essayer de s'extraire entre guillemets de cette zone de combat entre les boules et les bears, et derrière potentiellement aller chercher ce haut de range si ça casse premier arrêt, et si plus si affinité c'est toujours la même chose, mais on tend à penser que ce rebond est de plus en plus présent, on est en train d'avoir dans cette situation émotionnelle extrêmement bearish, avec un scalpec index extrêmement baissier, on est toujours dans l'extrême peur et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, et c'est très rare en réalité de se retrouver dans cette situation-là. Évidemment que les bottoms de marché se font dans la souffrance, dans la peur et dans la dépression. C'est plutôt court terme ici, on pourrait éventuellement jouer des rebonds techniques. Attention à celles et ceux qui souhaitent le jouer à contre-tendance, c'est extrêmement compliqué à jouer des rebonds techniques, notamment pour les traders qui souhaitent long ce marché. Soyez prudents avec cela. Moi, de mon côté, je préférais potentiellement le shorter. Pourquoi ? Puisque je suis plutôt dans une dynamique tendancielle baissière ici sur la tendance de fond. Donc c'est toujours des plus bas creux, plus hauts creux entre guillemets, donc des plus hauts sommets toujours plus bas que les précédents, etc. Donc la question à savoir, si vous mettez en time frame ou weekly, où sera notre prochain entre guillemets plus haut, mais plus bas que le précédent ? Exemple, par ici. Pourquoi pas ? Exemple, par ici. Pourquoi pas ? Pour faire une continuation de tendance baissière. C'est ça le plus probable. Le plus probable, ce n'est pas ça. Après, bien évidemment, on regardera au niveau de nos indicateurs techniques, on regardera par rapport à la situation de marché, au fondamental, avec des bonnes news qui pourraient accompagner ce marché, mais nous n'y sommes pas. Un nouvel ATH dans les prochaines semaines ou prochains mois est peu probable par rapport à la situation géopolitique, macroéconomique de l'ensemble des pays du monde. Voilà, donc le plus probable, qu'est-ce que c'est ? D'avoir une respiration, d'avoir éventuellement un retest du premier arrêt, revenir chercher des cassures complètement logiques aux alentours de, pourquoi pas, des 38 000 $. Beaucoup parlent des 30 000 $ ou des 28 000 $. Why not ? Toujours des premiers arrêts par rapport à des précédents mouvements, des fractales qui ont parfaitement été réalisés. Soyons patients. Difficile à jouer sur de rebonds, beaucoup moins difficile à jouer pour protéger son capital d'investissement. Et vous avez une vidéo dans ce sens-là, comment protéger son portefeuille d'investissement.
Évidemment, c'est potentiellement pas le moment, entre guillemets, de capituler sur ces niveaux de prix. Malgré qu'on peut se retrouver assez rapidement à 15 000, 14 000, 13 000 $. Pourquoi ? Parce que beaucoup de mauvaises nouvelles arrivent dans ce sens. On va les prendre ensemble, sans faire pour autant beaucoup d'analyses techniques. On reviendra sur Coinalyse juste après. Vous les avez ici, me semble-t-il. Chute des cryptos, etc. Les cryptos, on reviendra juste après là-dessus. Voilà, 40 millions de dollars pour le trésor, 20 000 bitcoins Celsius éloigne du spectre des liquidations. Une bonne news qui peut éventuellement arriver. En gros, on a remis de l'argent dans Celsius et son prix de liquidation vis-à-vis des bitcoins est passé à 2800 $ par bitcoin environ. Bon, ce qu'on comprend dans ces news-là, c'est que les mecs, en fait, ils jouent avec le feu en permanence. Tous ces échangeurs utilisent nos bitcoins comme collatéral pour pouvoir faire des longues sans précédent. Et ils se retrouvent dans la panade, ces gens-là. Ce sont des hommes qui gèrent ça. Alors bien sûr, beaucoup de bots algorithmiques, etc. Ils se font des emprunts les uns avec les autres. Qui a quoi ? Qui a été dans l'UST ? Qui n'était pas dans Terra Luna ? Qui était à droite à gauche ? Bon, on se retrouve dans des situations extrêmement complexes, mais on apprend que nos échangeurs préférés jouent avec le feu en réalité. Notamment Celsius, dit échangeur décentralisé. Ça, c'était super important, mais apparemment, plutôt une bonne nouvelle dans ce sens-là. Il y a de moins bonnes nouvelles, la plateforme Conflex maintient le gel des retraits tandis que son stablecoin s'effondre. En gros, même combat, ça joue avec le feu, ça fait des longues sans précédent. Derrière, tout le monde pensait à un super cycle des crypto-monnaies et du Bitcoin. Bitcoin à 100 000 ou 150 000 $. Finalement, c'est clairement le contraire de ce qui s'est passé. Or, quand c'est la majorité, c'est pas si grave que ça par rapport d'un point de vue écosystème, quand ce sont des gros échangeurs qui utilisent nos fonds sans pour autant nous le dire précisément dans les conditions générales d'utilisation, qui s'amusent à faire des longues avec des millions de dollars, c'est moins rigolo. Et c'est clairement ce qui se passe, et aujourd'hui, on est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que le patron d'FTX rappelle que potentiellement beaucoup aujourd'hui d'exchanges sont actuellement dans une situation d'insolvabilité, voire de liquidation proche. Dès lors, je recommande, comme beaucoup de mes confrères, potentiellement de laisser le minimum de vos cryptoactifs sur des échangeurs actuellement. Alors, ou les plus gros échangeurs, parce que Binance a connu le Bitcoin à 3000 $, Bybit a connu le Bitcoin à 3000 $, FTX a connu le Bitcoin à 3000 $, Bitmax, etc. Donc, on va dire le top 5, top 6 des gros échangeurs, on peut potentiellement essayer d'y rester, mais pas en termes de volume de trading, de contrats futurs, etc. Vraiment en termes de population. Par exemple, Coinbase, on peut potentiellement penser que ça va être difficile de le faire flancher. En somme, si un gros échange systémique vient à tomber, c'est l'ensemble du marché crypto qui tombe. Et ça sera vraiment pas drôle. Mais c'est peu probable, puisqu'ils étaient là bien avant qu'un Bitcoin était à 20 000 $. Et partaient du principe qu'ils ont, eux, lissé leur prix aux alentours des 2500 $, 3000 $, 3500 $, 4000 $. Ok, donc ça, c'était super important. Mais préconisation, essayez potentiellement, si vous avez des clés Ledger, etc., de pourquoi pas les sortir. Et je rentre en contact avec Ledger, justement pour essayer de vous faire gagner des petites clés Ledger. Why not ? Ça peut être super intéressant. Autre mauvaise nouvelle, 1,7 milliard de dollars de Bitcoin volé par une société sud-africaine. Donc c'était le Commodity Future Trading Commission. C'était une société, pardon, ça c'est le Commodity Future Trading, c'est la commission. C'est une société de trading, de pool de matière, de mining, etc. Bon bref, un Ponzi général, il n'y avait rien derrière, c'était clairement une coquille de vie. Voilà, Mirror Trading International. Apparemment, on a retrouvé le PDG, il n'y a aucun problème avec ça. Il va finir probablement en prison. C'est un Ponzi énorme, tout simplement. Et ça a été validé, vérifié. Apparemment, il y a eu plus de 25 000 ou 23 000 participants au pool qui se sont fait arnaquer, ni plus ni moins. Il est parti avec la caisse. Ok pour ça. Et ça, c'est clairement des choses qui vont commencer à continuer à avoir. Vous savez, les effets Madoff à des échelles beaucoup plus petites vis-à-vis de la cryptosphère, il y en a un paquet. C'est pour ça que, encore une fois, quand vous avez des pubs, des publicités, etc., ne cliquez pas sur ces publicités. On est harcelé en permanence, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur YouTube, avec des faux rois du Bitcoin, des faux Hermès, des faux tout ce que vous voulez, qui peuvent être intéressants. Je me suis même moi-même fait, entre guillemets, pas avoir, mais sollicité par des gens sur le Discord direct, en me disant, en discutant avec moi, salut Hermès, etc. Voilà, j'aimerais proposer ça pour le Discord, est-ce que ça peut être intéressant ? J'ai fait des bons rendements, c'est un pool de mining avec du staking, etc. Et le mec, il me disait, voilà, depuis un an, j'ai gagné 27 bitcoins. Je me dis, mais attends, 27 bitcoins, faut arrêter, quoi. Sans payer, bien sûr, gratuitement. Non, mais les gens, ils pensent qu'en fait, on peut gagner 27 bitcoins, mais c'est même dans la démarche, en réalité. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible, techniquement, probabilistiquement parlant, impossible. Donc je l'ai un petit peu envoyé sur les roses, il a supprimé tous les trucs. Donc j'ai fait une capture d'écran, mais pour vous dire de faire attention
à des personnes qui vous envoient en fait des sommes, 130 Ethereum gratuitement juste avec du parrainage ou de l'affiliation, c'est impossible. Vraiment, hein. On le répète très régulièrement dans le Discord, il y a beaucoup de scams dans ce sens-là. Restons simples. Bon sens et simple. J'ai un peu de staking, je vais sur Binance, je vais sur Bybit, je vais sur Coinbase pour faire un peu de staking, pourquoi pas. J'achète mes petits bitcoins, je prends une clé Ledger. Simple et discipliné. On ne va pas chercher la surperformance, on ne va pas chercher les rendements explosifs, on ne va pas chercher du 25% par an garanti pendant 3 ans. Ça n'existe pas, ce n'est pas tenable dans le temps. L'époque qu'on avait vécue en 2018, 2019, 2020, pendant l'explosion de la DeFi, il y avait des rendements de 60 000% garantis par an. 60 000% garantis par an. On savait très bien que ça n'allait pas durer longtemps. Donc plus c'est gros, plus ça marche fort, mais plus ça tombe vite, évidemment. Donc on connaît moins ça actuellement, mais on l'a vécu pour celles et ceux qui étaient là en 2019-2020. Je n'y suis bien évidemment pas mis, je n'y ai pas mis les pieds, évidemment, mais néanmoins, j'aurais pu le faire, sortir très vite, mais vous savez que lorsque vous faites ça, vous biaisez quelqu'un qui est en face. Voilà. Et alors que c'est déjà assez compliqué comme ça sur les marchés financiers, parce que dès que vous gagnez sur votre short ou sur votre long en tant que trader, partez du principe que c'est quelqu'un d'autre en fait qui vous donne son argent parce qu'il était dans le mauvais sens du mouvement. D'accord ? C'est toujours une relation entre l'offre et la demande. Une personne A par rapport à une personne B. Si A gagne, B perd. Si B gagne, A perd, tout simplement. Ok ? Voilà pour ça. C'était très important. J'ai un peu la voix enrouée, je m'en excuse. On continue très rapidement avec Bitcoin. Donc rien de plus pour moi, toujours dans ce range jusqu'à preuve du contraire. On irait potentiellement aller chercher et breaker ces 22 000 $, potentiellement résolution haussière premier arrêt, et après vous avez les étapes, et éventuellement aller chercher potentiellement les 17 500 $, breaker au sud, et aller faire une continuation baissière, et vous avez toutes vos targets aux alentours des 14 000 $, ni plus ni moins. Enfin, tout plus dur sur Coinalyse. Très intéressant Coinalyse, et je vais juste répondre à une question, parce qu'il y a peut-être une incompréhension vis-à-vis de Coinalyse, il n'y a aucun souci avec ça. Je vois des choses très positives, le CBD qui continue très fortement à augmenter au niveau du spot, ça achète du Bitcoin, aucun problème avec ça. C'est ça qui influe sur le prix, c'est l'achat directement au marché, notamment sur le spot. Ça fonctionne très bien pour faire monter et apprécier les prix. On a un funding très légèrement positif, on est en train de combattre. C'est un petit peu un combat de titans actuellement entre les bears, entre les bulls. C'est difficile de shorter sur ces niveaux de prix, c'est normal en fait qu'on voit des personnes qui shortent très fort et qui sortent très vite parce que c'est pas une bonne localisation. Les gens le savent très bien, c'est plutôt des bots algorithmiques aujourd'hui qui prennent des profits très très vite, et on le voit très très bien ici, regardez. Vous avez en fait le prix qui monte, ça shorte très très fort, vous avez le prix qui baisse ici, vous avez une forme de latéralisation, mais en réalité les open interest descendent très légèrement, et en fait c'est tout simplement de la prise de profit de short. Et quand il y a de la prise de profit de vendeur à découvert, automatiquement en face, il y a une personne qui longue ce marché. En somme, on achète le dip. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on achète le dip en long et il y a le ratio long-short qui continue à s'apprécier, et ça c'est important de le préciser, vous étiez exactement ici à ce moment-là, que automatiquement ça doit chuter. Non. Le prix d'un actif ne se fait pas sur les contrats futurs. Le prix d'un actif se fait essentiellement sur le spot. Les dérivés ne sont qu'un outil, entre guillemets, un artifice. Alors oui, il y a des collatéraux qui sont pris par les market makers, etc. Mais ça n'influence pas le prix de façon majeure. C'est ça que je veux vous dire. Le plus important, c'est que vous achetez des vrais petits bitcoins et qu'on les sorte en fait des échangeurs pour, entre guillemets, raréfier l'offre, et qu'à un moment donné, on pourra se battre qu'avec des petits bitcoins. Il n'y en aura plus pour tout le monde à un moment donné. Et s'il n'y en a plus pour tout le monde à un moment donné et que beaucoup de personnes en veulent, eh ben c'est toujours la même chose qui se passe. Explosion du cours. Alors que ça se passe maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, mais c'est probablement ce qui se passera le jour où il y en a beaucoup qui en vendront. Également par rapport aux open interest, et je fais juste un tout petit détour par rapport à ça, on voit en fait notre open interest qui explose. Je vais passer en 4 heures, on le verra beaucoup mieux. Vous l'avez ici, on parle de 240 000 bitcoins, c'est du jamais vu, c'est beaucoup trop haut, on va se faire exploser, c'est beaucoup plus de personnes qui longuent, ou pas, en réalité c'est assez équilibré pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, mais reprenez par rapport au prix, puisque là on voit en nombre de bitcoins leveragés potentiels. Les prix sont faux, bien évidemment, c'est pas de 240 000, je pense que c'est bien plus que ça, pour le coup. Mais les prix, c'est en termes de volume et non pas en termes de valeur. Pourquoi ? Parce que si vous prenez 230 000 bitcoins multipliés par 20 000 $, le prix actuel du bitcoin, bah c'est pas du tout la même chose que si vous aviez ici 160 ou 120 000 bitcoins à 60 000 $, ou 150 000 bitcoins à 60 000 $, en octobre dernier. Intéressant. Donc ici, partez du principe que sur une valeur donnée, si on était à 20 000 $ au lieu de 60 000 $, ici il y aurait marqué 450 000. Et là, vous me direz, ah oui, en fait, il y a 2 fois moins d'open interest en réalité. Oui, il y a 2 fois moins en termes de valeur et non pas en termes de volume. Donc c'est aussi un artifice,
ou un outil pour pouvoir, entre guillemets, raréfier l'offre. Toujours pareil. Il y a de moins en moins de bitcoins, et les bitcoins qui sont mis en collatéraux, généralement, c'est les nôtres qui sont sur les échangeurs. Bien évidemment. Et il y a des drames, comme Celsius, comme Conflex, comme bien d'autres échangeurs, qui disent, à un moment donné, il nous faut du cash. Et si on n'a pas suffisamment de cash, on vous bloque les retraits. Partez du principe que ce qui se passe à des toutes petites échelles, au niveau des échangeurs crypto, c'est clairement ce qui pourrait se passer demain à l'échelle plus importante, des échelles nationales, voire continentales, vis-à-vis de nos banques systémiques. Le jour où on arrête les retraits, c'est ce qui s'était passé à Chypre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait complètement bloqué les retraits à Chypre. Grèce, je crois que ça s'était aussi produit, il y avait des formes de rationnement, me semble-t-il, en Grèce, pendant la crise, pendant la crise grecque, au niveau de la solvabilité grecque. Il faudrait regarder par rapport à... Mais Chypre, on avait vraiment bloqué les comptes bancaires, il n'y avait aucun problème avec ça, et c'était 100 balles où vous pouvez retirer 100 euros. Je crois aussi en Grèce, c'était pareil. Alors, est-ce que ça va arriver au Portugal? Est-ce que ça va arriver en Espagne? Est-ce que ça va arriver en Italie, en France? On n'en sait rien, mais techniquement, c'est possible. Mais ce qui se passe à toute petite échelle actuellement sur nos échangeurs préférés, qu'on utilise, avec 20 000, 30 000, 2 millions, 3 millions d'individus, partez du principe que ça peut bien évidemment se passer pour des banques, parce que s'ils ont plus suffisamment de collatéral pour pouvoir, entre guillemets, répondre à leurs engagements financiers, d'obligations, de paiement, d'intérêts, de tout ce que vous voulez, de salaire, en réalité, ils bloqueront probablement notre argent. Voilà, donc il y a d'autres normes qui sont, entre guillemets, autour des banques de détail, notamment de banques de détail. D'ailleurs, vous apprendrez que Goldman Sachs a enregistré une perte sans précédent sur leur trimestre précédent ou leur semestre précédent par rapport à leur banque de détail. Oui, les gens dépensent moins, les gens font moins de transactions parce qu'on a peur. Et pendant le confinement, quand vous ne pouvez pas sortir, vous n'utilisez pas trop la carte bancaire. Donc ça fait bien évidemment la poule aux œufs d'or qui sont les transactions bancaires par rapport au TPE qui passe. C'est 3 fois le PIB français. Malheureusement, ça fait des petits trous dans les caisses, notamment des banques systémiques. Donc en fait, 1 milliard de dollars de pertes vis-à-vis de la banque de détail Goldman Sachs, c'est un moindre mal, ça aurait pu être bien pire. Mais clairement, en fait, ces gens-là veulent qu'on consomme très très fort. Il faut que l'argent bouge, il faut que l'argent circule. Si l'argent ne bouge plus, c'est 2008. Si on veut plus prêter d'argent entre les banques systémiques, c'est 2008. Et ça fait des crises systémiques et ça peut être extrêmement dangereux. Mais c'est pas là-dedans qu'on se dirige, évidemment. Ça, c'était super important. On va reparler très rapidement au niveau du DXY. Parce que j'entends beaucoup de choses par rapport à une potentielle explosion, etc. Donc on va tout effacer, on va reprendre le petit dessin ensemble. Aucun problème, on va se mettre en mensuel. Et là on est en train de dire, et j'ai vu quelques commentaires passer dans le Discord, je trouvais ça extrêmement intéressant. Est-ce que ce serait pas bien que j'enlève un peu d'euros et que je me mette sur le Forex pour acheter du dollar en attendant que la tempête passe? En réalité, si vous attendez que la tempête passe, ça veut dire qu'en fait le dollar se déprécie et que l'euro s'apprécie. Donc vous perdez de l'argent, vous perdez du pouvoir d'achat, les montants sont bien inférieurs, faites extrêmement attention sur le Forex au niveau des leviers, parce que clairement par rapport à la volatilité, si vous venez des marchés crypto vers le Forex, évidemment que vous allez mettre des leviers que vous ne maîtrisez probablement pas. Ça revient exactement au même dans une piscine de passer de la piscine olympique au petit bain. C'est à peu près ça l'idée, hein. Vous allez moins vous amuser, si vous voulez. Donc faites très attention à ça. Les marchés cryptos est un des marchés, ou le marché probablement le plus complexe. Le plus complexe. Moins de régulation, beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de tout ce que vous voulez. Donc on s'habitue à des envolées de moins 4, moins 5, moins 6%, un peu casino, un peu foufou. Partez du principe que le Forex, c'est pas des volatilités si fortes. Hein. Pour faire quelques pourcents de rendement, malgré que les volumes d'échanges, c'est à peu près 5 000 milliards de dollars par jour aujourd'hui sur le Forex qui sont échangés, c'est 10 fois à peu près la capitalisation des cryptoactifs, ou 7 fois la capitalisation des cryptoactifs qui sont échangés chaque jour sur le Forex. Donc c'est intéressant de partir là-dessus. Et on me dit, est-ce que le dollar va continuer à pousser? Est-ce que le dollar va continuer à pousser? Il y a des targets que vous devez voir qui sont aux alentours des 117 dollars. Pourquoi 117 dollars? Vous savez, bête et discipliné, vous tracez des Fibonacci. On le dit souvent avec les targets de Goldman Sachs, avec les targets de JP Morgan ou les targets de la Deutsche Bank, etc. En réalité, vous prenez les bornes de Boulanger, vous prenez des extensions Fibonacci et vous trouvez les targets des banques systémiques. Ils font des dossiers à peu près de 60 pages qu'on arrive en fait à faire à peu près en 10 secondes sur un graphique, bien évidemment. On était exactement revenu chercher les 0,50. C'est chirurgical. Les 0,50 sont souvent utilisés sur les marchés traditionnels, qui n'est pas un retracement Fibonacci. Hein, d'accord, ne nous y trompons pas. Donc on va le chercher juste ici. Et je vais vous mettre un peu mieux. On le verra beaucoup mieux. Regardez, hop. Non, c'est pas celui-là. Premier arrêt. Et je vais aller chercher les 0,50. Voilà, hop. On va le mettre en jaune, ce sera très joli. Formidable. Ok, on est pile venu chercher le 0,50.
Et on était venu chercher, on avait travaillé, je suis en mensuel, hein, jusqu'à preuve du contraire, par rapport au précédent mouvement vis-à-vis de 85 jusqu'à 93, 94, etc., les bottoms de marché. On était venu ici au niveau du premier arrêt, on avait repoussé le premier arrêt, on a fait une continuation haussière jusqu'au 0,50. Ok, donc techniquement, on est peut-être par là. Pourquoi on est par là? Bon, on fait exactement le même exercice, je vais le prendre ici, là exactement, on va le prendre pile là. Voilà, on va le chercher tout en bas. Et étonnamment, où est-ce qu'on se trouve exactement actuellement? On se trouve exactement sur le premier arrêt. Donc si on revient 20 ans en arrière, le potentiel de croissance encore du dollar vis-à-vis d'une explosion finale, entre guillemets, d'une continuation de tendance haussière par rapport à des magnifiques structures en W weekly, voire mensuelles, voire trimestrielles, ce serait potentiellement d'aller le tirer au niveau du 0,50. On arrive sur le 0,50, étonnamment, 117 points au niveau de l'indice du dollar. Alors voilà, les targets, je vous les montre en 1000 vis-à-vis de nos analystes préférés de grandes banques systémiques. Donc potentiellement, on pourrait aller le tirer par là. Ok. Est-ce que c'est intéressant? Potentiellement de la chasse à la liquidité, c'est exactement ce qu'on avait vécu ici. On avait une poussée haussière, d'ailleurs on part chercher la chasse à la liquidité, on repart, on fait une structure et on repart un petit peu plus bas. Bon, d'ailleurs ça consolide, mais on prend du temps. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, c'est potentiellement la même chose qui est en train de se passer. Peut-être une chasse à la liquidité pour derrière, en fait, le fondamental rattrapera nécessairement la technique. Mais on peut pousser beaucoup plus fort. Mais la question à se poser, c'est ça en réalité, et prendre du recul. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre notre premier arrêt, de 2000 jusqu'en réalité le top du marché 2001-2002. On était fin 2001 ici. Ok? Qu'est-ce qui s'était passé sur les marchés? Parce qu'on a tendance à penser, quand le dollar monte, en réalité, vous avez les indices qui se pètent la tronche, vous avez les actions qui se pètent la tronche, vous avez tout qui se pète la tronche. Et puis derrière, en fait, vous avez une forte dépréciation du dollar. Donc on peut penser, en réalité, qu'entre 2001 à peu près, 2001, 2003, 2004, vous aviez ici, en fait, une forte explosion au niveau des indices boursiers. Allons voir, de façon extrêmement bête et disciplinée, vous savez, ni plus ni moins, on va regarder ça tout de suite. On était en 2001, 2002, 2003. Ok, on se retrouve ici, 2000, 2001, 2002, 2003, à peu près, mais en réalité, on est en train de se déprécier. Regardez, 2001, 2002, 2003. Or, juste avant, on voit sur le DXY qu'on était également en train de se déprécier. Vous voyez ici? C'est quand même incroyable. Donc, le dollar chute, mais en réalité, on continue à se péter la tronche au niveau des valeurs technologiques ou au niveau du S&P 500. Donc attention aux formes de corrélation. Oui, sur du très court terme, on peut éventuellement imaginer qu'il y a une forme de déplacement de façon extrêmement rapide et de volatilité vis-à-vis des différents marchés. C'est normal, aujourd'hui 97% des ordres qui sont passés sur le marché sont faits par des robots. Et ça va très très vite à la milliseconde. Ça va extrêmement vite. Mais dans un contexte, entre guillemets, plus long terme, on voit des vraies tendances à dessiner. Et je vois, moi, ici, que lorsque ça se dépréciait jusqu'à fin 2002-2003 à peu près, on était en train de faire des bottoms de marché. On revient sur le DXY. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir juste après. On revient ici. On était vraiment en train de se déprécier, juste là. Voilà, ici, on était bien en train de se déprécier. Après, oui, la technique reprend ses doigts. On est en train de casser au niveau du rendement vis-à-vis des devises, du forex, etc. Donc les capitaux naviguent repartent potentiellement dans les valeurs technologiques ou potentiellement dans les valeurs plus traditionnelles ou des actions pour aller chercher du rendement et de la performance. Ok, donc derrière, où est parti cet argent alors? Est-ce qu'il est parti peut-être dans les matières premières? Pourquoi pas? Peut-être dans le while, on va faire UK while dans le Brent par exemple, on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y est allé? On va revenir en 2000 à peu près. Non, on était là, ça se déprécie, encore et encore et encore, ça se déprécie ici. Là, c'est en train de faire d'ailleurs des mauvaises petites... On a bien perdu au niveau du dollar, je crois qu'on a perdu 10% hier, je trouvais ça intéressant. Ouais, on a fait une jolie volatilité, rien n'est fait, on peut retrouver exactement là-dedans par rapport à la précédente crise entre 2008 et 2012-2013, donc faites attention à ça, il faut du temps, on pourrait très très bien, j'ai tout effacé, mais comme ça, c'est pas parce que vous voyez en fait de la volatilité de marché, ça c'est clairement un petit peu un marché un peu connexe, mais clairement c'est fractal, on est dans un énorme range, le plus probable pour on voit là 178 ou 380 $ le baril, ouais, why not, ok. Le jour où ça fait ça, c'est qu'il n'y a plus d'essence en fait, il n'y a plus de pétrole. Donc là, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire une forme de distribution. Vous savez, les marchés financiers ont toujours raison, et le cours aura toujours raison. Ça, c'était super important. Donc c'est pas aller dans les matières premières en réalité. C'est aller où? Où est-ce qu'il est parti cet argent? C'est dans l'an 2000. C'était pas sur le Nasdaq, puisqu'en fait le Nasdaq était encore en train de se déprécier à ce moment-là. Vous voyez, 2001, 2002,
Ici, 2003, bottom de marché 2003, bottom de marché 2003, alors que le dollar continuait à se déprécier. Tout se dépréciait. Vous allez me dire le gold, bien évidemment. Non, le gold, c'était ici, 2000, 2001, 2002, 2003. On était en train, en fait, de latéraliser. On pouvait acheter à ce moment-là à 300, 300, 350 dollars au niveau du gold. Mais bien évidemment, nous n'y trompons pas. Personne n'en veut, en fait, du gold ici. Le gold, c'est rien. Le gold de direction, les 100 dollars, 50 dollars. Aller chercher des bacs, ça vaudra rien, c'est du toc. L'or, ça vaut rien. Évidemment, c'est quand plus personne n'en veut qu'on doit, en fait, s'y intéresser. Actuellement, Bitcoin est potentiellement, peut-être par ici, ou peut-être par là. En somme, proche des bottoms de marché. Mais on peut faire des rebonds, etc. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas potentiellement pas ici qu'on s'intéresse au gold. Malgré que le gold, et je le dis très souvent, on ne le voit pas comme une valeur, entre guillemets, une valeur de croissance, mais comme une valeur refuge. Donc il faut la mettre hors inflation. Et là, on voit qu'on est bien dans une zone de rechargement éco et qu'on est en train de travailler des précédents supports. Donc c'est intéressant potentiellement d'attraper de l'or pour contrer l'inflation, puisqu'on peut continuer à faire des rallyes très haussiers et taper les 4000, 5000 dollars l'once sans aucun problème. Ce sera juste pas très bon pour les fêtes des mers, etc. Mais techniquement, c'est plutôt comme ça qu'on doit regarder le gold, hors inflation bien évidemment, parce que son seul objectif, comme réserve de valeur, c'est de contrer l'inflation bien évidemment. Bon alors, il est parti où cet argent ? Moi je pense qu'il est parti essentiellement dans quelque chose qui était nouveau à l'époque, tout simplement, et qui s'appelait l'euro. Et là on le voit extrêmement bien. Vous prenez ça, on va tout effacer, et on prend la corrélation euro-dollar. Elle est juste ici, je crois que je vous l'ai mis... pardon, j'ai dû vous la mettre là. Voilà, juste là, on les Shimoku Kinkoyo. C'était pour la petite voix. Voilà. Félicitations. On passe en pourcentage, c'est pas très très grave. On passe en semaine. L'exact contraire, vous avez aussi un indice, un EXY par rapport à l'indice de l'euro. Donc c'est la même chose que le DXY par rapport aux amendements. Alors oui, plus de 50% d'aujourd'hui de l'indice du dollar correspond à l'euro, mais vous avez en réalité ici, lorsqu'on dépose les premiers échanges au niveau du Forex, me semble-t-il, pour l'euro, c'était en 99 sur les marchés financiers, 2002 pour la France et pour le reste de l'Europe, par rapport à la monnaie fiduciaire en billets et pièces. Donc on avait des bottoms de marché au niveau du dollar à ce moment-là, c'était 2000, 2001, 2002, 2003. Vous aviez potentiellement des bottoms de marché, parce qu'on a pris la petite cartouche derrière la tête, 99 de l'euro, c'est de la daube, etc. Donc vous connaissez, à chaque fois qu'on fait des introductions en bourse, on perd à peu près 25%, l'euro ça va mourir, on va tuer le poussin dans l'œuf, etc. Bien évidemment, on pose des bottoms de marché quand le dollar a, entre guillemets, fini son rallye haussier, et derrière ça part. Mais ça part très fort. On est passé ici de 0,86, me semble-t-il, à 1,60. Waouh! En l'espace de 7 ans, 6 ans. Donc il y a énormément de liquidités qui sont allées en réalité jusqu'au crack des années 2000. Alors bien sûr, après c'est revenu dans les actions parce qu'on a fait quasiment le nouveau sommet en 2008 au niveau des actions. Mais en fait, en réalité, à ce moment-là, on cherche dans des périodes de récession, de crack boursier, d'explosion de bulles, etc., à se réfugier dans des valeurs refuges. Vous n'en avez pas 36, vous avez le fiat, vous avez le gold, vous avez potentiellement les bons du trésor. D'ailleurs, on pouvait faire un petit tour très rapide sur les bons du trésor. Non, ça n'a pas fait grand-chose au niveau des bons du trésor. Juste ici, on reprend 2000, 2001, 2002, 2003, c'était descendant. Alors oui, les taux d'intérêt étaient plus forts, etc. Mais l'inflation était aussi plus importante à ce moment-là. Les taux de crédit étaient plus importants à ce moment-là. Donc moins intéressant, même avec du 3% ou du 5%, bien évidemment. Notamment à 10 ans ou à 15 ans. Vous bloquez du capital pendant plusieurs années. Évidemment, il y avait beaucoup moins de liquidités à ce moment-là. Donc voilà, où est parti l'argent ? Essentiellement dans des valeurs refuges qui étaient considérées l'euro à l'époque. Ne nous y trompons pas, c'était les bitcoins de l'Europe en réalité. Impossible de faire du quantitative easing, impossible de faire de l'assouplissement monétaire. Parce que c'était dans la Constitution. On aura une monnaie forte, une monnaie économiquement viable dans le temps, périn, tout ce que vous voulez. Pas de quantitative easing, ça va le faire grave. Et derrière, on va en fait apprécier pour pouvoir booster, entre guillemets, nos importations, pour essayer de payer moins cher, essayer de contrer un petit peu l'hégémonie du dollar, alors que beaucoup pensent potentiellement, c'est pas très important, mais que tout a été préparé par les Américains pour avoir une Europe fédérale avec une monnaie unique, etc. Oui, mais ça fait depuis les années 80 qu'on pense à l'euro, pour le coup. Mais dans l'idée, voilà où est parti l'argent. C'est nouveau.
une forme de défiance vis-à-vis du dollar. C'était des dérives financières à ce moment-là. Il y avait eu la crise des dérivés en 93, rappelez-vous, le marché a toujours eu mémoire. Et puis en fait, on a choisi plutôt l'euro pour essayer de protéger nos deniers parce que ça brillait. Parce que ça brillait. Mais entre ici, où c'était nul, et ici, et ben partez du principe que c'est pas sur les tops de marché qu'on irait. Donc techniquement, on n'est pas encore probablement sur un top de marché au niveau du dollar parce qu'on verra des structures, mais c'est peut-être pas le moment de faire des arbitrages dans ce sens-là pour vendre des supports, notamment sur l'euro, et vous le voyez très très bien ici, vendre des supports, attendez bien les clôtures en mensuel bien évidemment, plutôt que d'acheter d'acheter du dollar. C'est pas la meilleure idée. Ok. Donc il faudrait les clôtures en mensuel. Pour l'instant, c'est pas très joli au niveau du dollar, mais peu mise là-dessus. Chasse à la liquidité pure. Hein. Enfin, c'est pas comme si c'était déjà arrivé. Juste ici, petite chasse à la liquidité, potentiellement ici, chasse à la liquidité, et puis derrière, repart sur un rallye haussier. Aucun problème avec ça. Ça, c'était super important. On fait juste un petit tour au niveau de l'introduction vis-à-vis de notre ami de Deezer. Je voulais pas vous en parler de Deezer. Pourquoi ? Parce que généralement, en fait, ça baisse très fort. Voilà, donc pour celles et ceux qui étaient dedans, ok, pas de problème. Mais pour celles et ceux qui pourraient éventuellement être intéressés par cette action, partez du principe que vous la payez 30% moins cher. L'introduction a échoué, malheureusement. Hein. Donc vous avez ici été introduit, hop, je vais enlever je crois que c'était 8,50$, me semble-t-il. Ils ont réussi à lever 200 millions, 150 ou 200 millions de dollars quand même, donc c'est quand même pas rien. Pour pouvoir faire l'objectif, c'est bien moins de ce qu'ils avaient espéré, bien évidemment. Mais la conjoncture économique n'est pas très bonne. D'ailleurs, en fait, ça vrille complètement et ça perd 30%, jusqu'à moins 35%, voire moins 37% dans la journée au niveau des échanges. Donc actuellement, vous le payez avec un petit discount, c'est les soldes, ça tombe bien. Donc vous l'avez ici, hein, au niveau de je sais plus où est-ce que c'était. Enfin bref, vous avez en fait, peut-être ici, BFM TV. Non, bon, bref, je sais plus où est-ce que c'est, mais voilà. En tout cas, je voulais vous en parler. Moi, Deezer m'intéresse potentiellement. Sur un fonds de portefeuille, j'attendrai un petit peu de développement, toujours pareil, des structures. Potentiellement un magnifique break haussier pour essayer d'aller chercher des ratios de 1 pour 1 et de valider mon capital investissement. Si ça continue un peu à la Coinbase, à ce moment-là, je lisserai mes achats. Mais j'attends un petit peu de développement et un petit peu de choses au niveau de Deezer, mais je pense que ça peut être intéressant, puisque maintenant, ils ont un peu les moyens pour le coup, et c'est un peu un truc français qui pourrait, et c'est bien de récompenser aussi les entreprises françaises, très probablement que ça viendra, peut-être pas je pense que ça pourrait aller dans les PEA par exemple, ça, donc si vous avez un PEA, ça peut être intéressant de regarder. Et également, en parlant d'actions françaises, FDJ qui rentre dans une zone de rechargement d'achat long terme. C'est ça qu'on attend en réalité. Soyons patients. Je me mets en délit, et vous êtes bien en train de rentrer dans une zone d'un 0,618. C'est ici en réalité que je commence à m'intéresser. C'est pas là que j'achète. C'est plutôt là-dedans que je vais potentiellement essayer d'encadrer des achats. Donc on est dans une jolie dynamique baissière, vous avez un canal descendant, les breakouts se font généralement par le bas avec des ratios de 1 pour 1, il n'y a pas de problème. Donc j'attendrai des structures là-dedans pour potentiellement positionner un investissement 1 sur la FDJ. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gagnants, qu'on devrait potentiellement aller chercher ces gens-là. Et vous vous rappelez qu'il y avait toujours un décalage entre l'introduction et sur les comptes titres, etc., pour avoir la défiscalisation, c'est 5 ans qu'il faut que ce soit bloqué. Partez du principe que la FDJ, ce serait probablement en train de faire ça pour essayer de faire capituler les gens qui ont été bloqués pendant 5 ans, et parce qu'en fait ça a été, Bruno Le Maire l'avait demandé, que c'était plus favorisé vis-à-vis des petits portefeuilles par rapport aux gros portefeuilles. Pas de problème, c'est qu'une question de temps, on les fera plier et capituler. Moi je me positionnerai potentiellement dans la capitulation, sauf s'il y a une récession. Pourquoi ? Parce que généralement, quand il y a des récessions, les gens en fait se jettent sur les jeux à gratter, se jettent sur les lotos pour essayer de sortir de la morosité et de trouver en fait un monde meilleur. Donc ça a été vu en 2008. Moi j'ai été surpris, et je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez les pubs à ce moment-là ou des annonces au niveau de 2008. Vous aviez beaucoup de personnes qui se jetaient sur les jeux à gratter, que les bureaux de tabac il y avait de la queue pour faire des lotos parce qu'il y avait des super cadiotes, etc. Et c'était du jamais vu. Donc pendant les situations de crise, de peur extrême, d'incertitude, les gens se jettent là-dedans pour sortir de la morosité. Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Donc c'était éventuellement le petit élément déclencheur pour aller chercher des rebonds, mais 110%, etc. parce que ça pourrait faire ça. Mais on a du temps, notamment sur notre ami Française des Jeux. Ça c'était super important. On finit juste. Je parlerai de Chili, j'ai répondu à quelques questions dans ce sens-là. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau du monde entier. On est dans l'incertitude, on est sur des plus bas de marché, c'est très difficile, on est dans des ranges, on est dans la capitulation, on voit nos indicateurs techniques sur Glassnode qui sont dans les chaussettes, la peur qui est dans les chaussettes, et vous avez des économistes comme Patrick Artus, parce que je suis tombé dessus, parce que j'ai les notifications, je suis abonné à Boursorama. J'aime bien, il y a des intervenants qui sont parfois très intéressants. Écoutez, ça dure très peu de temps, donc ça se lit assez facilement. Et quand je tombe là-dessus, et que c'est une résonance en réalité dans mon esprit, ça m'agace au plus haut point, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Et le problème,
c'est que nos politiques aujourd'hui, nos économistes, partout dans le monde, dans les pays capitalistes, s'accordent sur ce discours. Et je pense que c'est gravissime, parce que nous ressortir du chapeau des trucs des années 80, je pense qu'à un moment donné, il faut un petit peu se réinventer, et ça m'agace. Je prends parti, franchement, mais c'est pas contre Patrick Artus, pas du tout, hein. C'est quelque chose de généralisé, mais dites-le moi dans les commentaires, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ce qu'ils en pensent, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous avez potentiellement des contre-vérités. Ça m'intéresserait. Écoutez ça. Il y a quand même un truc. Il y a un mécanisme basique de la macroéconomie qui malheureusement est vrai, c'est que pour que l'inflation diminue, il faut que le taux de chômage soit au-dessus du taux de chômage structurel. Ouais. Un taux de chômage structurel neutre, quoi. On pense qu'en Europe, le taux de chômage structurel, il est de l'ordre de 8,5%. Donc il faut que le taux de chômage Europe aille à 9, quoi, disons 9, comme je disais tout à l'heure. Or, on est juste au-dessus de 7. Donc il faut faire monter de 2 points le taux de chômage. Tant que vous n'avez pas fait monter de 2 points le taux de chômage, l'inflation, elle ne ralentit pas. Tant que le taux de chômage est en dessous de 8,5, l'inflation, elle accélère spontanément. Il faut comprendre ça. Alors moi, j'ai bien compris que le problème, c'était pas eux. Le problème, c'est pas ces oligarques financiers capitalistes, présidents de banque centrale ou nos politiques. Le problème, en réalité, c'est la majorité. Vous voulez régler le problème de l'inflation? Eh ben, c'est pas compliqué. Mettez 5 millions de personnes supplémentaires au chômage et vous allez voir que tout va bien se passer. En réalité, le problème, dans ces situations-là, ce n'est pas la minorité, ce ne sont pas ces oligarques pas anarchistes pour les capitalistes richissimes, c'est la majorité. Et dans tous les cas, quels que soient les niveaux stratégiques, niveaux politiques, niveaux géopolitiques, que ce soit des marchés ou que ce soit tous les métiers différents, le problème sera et restera toujours la majorité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'irrite les poils d'entendre ce genre de truc parce que pour le coup c'est de la résonance qu'on voit sur BFM TV, etc. Et on est en train de nous préparer psychologiquement à nous faire croire que s'il y a beaucoup de chômage, c'est bon, l'inflation va diminuer. J'espère que bien évidemment, vous ne serez pas concernés. Je pense qu'il y a d'autres solutions que plutôt de mettre des gens à la rue pour essayer de faire baisser l'inflation et de pouvoir en fait continuer à niveler les salaires de nos chers administrés par le bas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. S'il vous plaît, messieurs, mais réinventez-vous. Ciao.